Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de I Love Eventing, le podcast du concours complet. Pour ce 6e épisode, notre invité n'est pas un cavalier de haut niveau, mais un organisateur, et pas n'importe lequel, puisque c'est l'organisateur du concours complet international 5 étoiles de Pau, les fameuses étoiles de Pau. Bonjour Pascal Sayous, comment vas-tu ? Bonjour Gauthier. Alors, Pascal, organisateur du concours de Pau, donc avant de retracer avec toi l'aventure de Pau, l'aventure paloise et de ce concours qui a été créé, sauf erreur de ma part, en 1990, Oui, c'est ça. et de revenir sur sa montée en puissance au fil des ans, et de parler aussi de cette édition 2020 que tu vas t'arracher à essayer de mener à bien. Parle-nous un petit peu de toi, puisque ce numéro un peu spécial sur Pau, c'est aussi un numéro sur les organisateurs et sur toi, pour comprendre un petit peu d'où est venue cette passion. On t'imagine passionné au départ, donc Pascal, d'où est venue la passion du cheval, la passion du complet, et cette envie de t'investir pleinement dans l'organisation d'un concours et d'en faire ce qu'il est aujourd'hui. Alors c'est sûr que si j'avais pas été passionné par le complet, jamais je ne me serais lancé dans une aventure pareille. Il faut vraiment voir cette passion profondément ancrée pour mener. Alors j'ai appris à monter à cheval tout petit au centre équestre du Béarn. C'était encore l'époque où il y avait c'était équitation militaire. Les poneys ça n'existait pas. Et puis de fil en aiguille je me suis passionné et puis j'allais voir. Il y avait un concours complet à Pau à l'époque où il y avait des Dominique Lintéjac, des Lemoine, des Dubéda qui couraient. Et je trouvais que c'était un sport absolument génial. Et puis j'ai fini par en faire. Je démarrais avec un trotteur. Et puis après, j'ai eu un petit vide avec des études. Et je vais recommencer, j'avais 22, 23 ans. Oui. Et là, j'ai joué à fond. Alors, j'ai pas été à très haut niveau, moi. J'avais un niveau, à l'époque, ça s'appelait les C bis, les B, c'était ce niveau-là. Alors, les B, pour les gens qui nous écoutent, c'est la Pro 3 aujourd'hui. Ah non, c'était un peu plus. C'était Pro 2 c'était du... quand tu faisais une C bis ou une B, C bis c'était avec Steep. Non, c'était une... Ah oui, là tu parles d'un temps encore... C'était une... Je sais pas maintenant, j'ai du mal à comparer, c'est pas la même époque, mais ça commençait à être costaud, c'était la porte, je suis allé jusqu'à la porte pour démarrer international, quoi. D'accord. Donc là tu pratiques le complet, tu le dis, t'as 22-23 ans, tu fais quoi au quotidien ? Là j'étais déjà chef d'entreprise, à l'époque j'avais monté une affaire liée aux collectivités et au Minitel, c'était une catastrophe parce que c'était un mauvais choix technologique que d'être parti sur le Minitel à l'époque. Donc j'étais chef d'entreprise et un amateur. Je passais mon temps à monter à cheval, le temps libre que j'avais, je passais à monter à cheval. J'ai été président du centre équestre du Béarn aussi, j'étais le plus jeune président de ce club, et puis après j'ai commencé à organiser. Et j'ai organisé des concours à Pau. Très tôt donc. Donc j'ai acquis une petite expérience là, j'ai même été chef de régional à l'époque. Donc tu vois, j'étais un mordu très tôt. Un mordu très tôt, tu nous l'as dit en intro, si on n'est pas passionné, si tu n'avais pas été passionné, jamais finalement tu te serais lancé sur la mise en place des internationales de l'international de Pau et d'en faire ce qu'il est aujourd'hui. Donc comment a vraiment débuté l'aventure du concours de Pau, comme on le connaît aujourd'hui ? Comment est-ce qu'il est monté en puissance ? Je l'ai dit, il a débuté en 1990. Comment c'est arrivé de se dire on se lance dans un complet, puis on le fait grossir et on le fait se développer ? Alors, j'ai pas été à l'initiative. C'est le docteur Chambaud qui avait été à l'initiative en 90 d'un concours de l'amitié. On appelait ça comme ça. C'était pas encore, ni une étoile ni un 2. C'était un concours de l'amitié où il y avait, je crois, un étranger ou deux peut-être. Et moi, je suis arrivé en 91. Et comme
bénévole pour donner un coup de main, parce que j'étais organisateur de concours aussi à Pau. J'ai même passé les obstacles que j'avais construits sur les premiers concours. J'ai dit, ben non, vous pouvez les utiliser. Et puis de fil en aiguille, ça a avancé, il y avait une équipe plutôt sympa, et puis à un moment donné, ce type d'événement, il faut arriver à le professionnaliser, même si c'était modeste, et donc j'ai commencé à être prestataire dans l'organisation. Bon, si j'avais dû calculer mon taux horaire, c'était symbolique. Voilà, il fallait la passion pour continuer, mais je pouvais pas non plus bosser pour trouver des partenaires, trouver des fournisseurs à des prix compétitifs. Ben voilà, commencer à monter un package comme ça bénévolement, il y a un moment donné, c'est impossible. Et puis de fil en aiguille, donc l'événement a grandi. On est arrivé jusqu'en 2001 au championnat d'Europe, qui était un peu le coup de booster. Moi, j'ai créé Centaure en 99. D'accord. Au début, j'ai fait beaucoup de productions télé, mais pas que dans le cheval. Hein. J'en ai produit pour d'autres domaines. Et en parallèle, voilà, j'étais responsable de tout ce qui était logistique générale de cet événement. Là, le sport était resté entre les mains de l'association de l'époque. Parce que tu nous parles de 2001 ouais. Des championnats d'Europe, mais de 90 ou de 91, quand tu as commencé à t'impliquer dans le concours jusqu'à 2001, comment s'est passée la montée en puissance du concours? Avant les championnats d'Europe, c'était quoi, un 2 étoiles? Ah, mais ça a fait son chemin doucement, hein. C'est 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Tu montes au fur et à mesure des équipes que tu arrives à constituer, de l'argent que tu trouves. Mais il y avait quand même, voilà, moi j'ai pas l'habitude de, quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire à fond. Très vite, moi je me voyais, je voyais que cet événement-là, il pouvait grandir. Il y avait d'autres gens qui pensaient comme moi, donc on y est arrivé. Hein. Voilà, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Les mecs qui te disent j'ai beaucoup d'argent, demain matin je fais un 4 ou un 5, non, ils rêvent. Il faut constituer les équipes, il faut le temps, il faut trouver les partenaires, il faut faire des erreurs, rectifier l'année suivante. On a un one shot dans l'année, on n'est pas à dire j'ai raté un match, je vais en refaire un dans 15 jours. Et oui. On attend l'année suivante, on essaie de pas rater le match. Et donc cette première période de 1990 à 2001, les championnats d'Europe, comment tu la définirais? C'était une période assez euphorique avec des gens avec qui je m'entendais bien à l'époque. Et puis quand ça a commencé, non voilà, c'était un peu comme font plein d'organisateurs en France ou à l'étranger. Hein, c'est des copains, voilà, et on essaie de faire ça, de passer un bon moment et que ça fonctionne bien. T'as des anecdotes sur cette période? On peut imaginer que c'était peut-être un peu moins professionnel qu'aujourd'hui. C'était un peu moins professionnel. Non, les premiers concours, il n'y avait pas de constructeur d'obstacles, hein, qui est un poste important. Il y avait, je me souviens, les premiers, j'avais été négocié avec les PTT de l'époque, un camion de pylônes. Tu vois, de pylônes en bois. Pour construire des obstacles. Voilà. C'était vraiment du bricot de chez Bricot. Hein. Et puis petit à petit, voilà, ça s'est amélioré, on a trouvé des partenaires. Et puis à un moment donné, vous dites, ce poste-là, on peut plus le laisser amateur, on le met professionnel, donc le constructeur, la sonorisation, l'informatisation. Voilà, petit à petit, on est obligé de confier un gros événement. C'est un pulse avec plein de très bons pros au milieu. Mais plus il y a de bons pros, plus c'est cher. Eh oui, eh oui. Et sportivement, parce que tu démarres, alors tu l'as dit, en 90, c'était un peu un concours amical, les premières années. Et comment sportivement ça monte en puissance? À partir de quelles années tu commences à attirer les grands noms? Parce que tu as eu les grands noms du concours complet mondial. Très vite. Alors Pau avait une marque de fabrique qui était l'ambiance qu'on générait. Comme disaient beaucoup les Anglais ou des gens comme Mark Todd qui ont couru Pau un nombre de fois incalculable. Je crois que Nicholson, c'est celui qui a le plus couru Pau. Tu vois, je crois que j'ai un appel au chief alors que je le supprime. Voilà.
les anglo-saxons venaient et ils ont trouvé que c'était farniente, il y avait une bonne ambiance, on faisait des soirées de fous. En même temps, c'est dans le sud-ouest, hein. On est dans le sud-ouest. Foie gras et vin blanc. Foie gras, vin blanc, fin octobre, dans le sud-ouest. Oui, forcément, quand tu viens d'Angleterre. En anglais, c'est le paradis. Il se dit, c'est cool de terminer la saison dans le sud-ouest à Pau. Voilà. Donc je pense que la force de cet événement-là, pour attirer les gens, c'est l'ambiance qu'on y a générée. Il y avait vraiment une ambiance. C'était une époque où on faisait encore des soirées de délire. Maintenant, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'était ça qui, à mon avis, a été un vecteur fort. Et puis après, il faut se fixer des challenges si on veut continuer. Si on s'en fixe pas, on décroche, quoi. Ouais. Donc ça monte, puis un jour, tu dis, on va organiser les championnats d'Europe. Et un jour, on se lance dans l'idée d'organiser le championnat d'Europe. Ça avait été très compliqué à l'époque. On nous a vite mis des bâtons dans les roues en disant que ce site n'était pas adapté, enfin bon, bref, je vais pas refaire l'histoire. Et puis on finit par le décrocher. Et ça se passe très très bien, c'est un vrai succès. On avait commencé à avoir un vrai succès populaire avant. C'est-à-dire à partir des années 98, les plans de com que j'avais montés commençaient à fonctionner. La force de Pau, le succès de Pau, c'est d'être arrivé à attirer du public qui n'est pas initié. Et le secret, je pense, pour un organisateur aujourd'hui, c'est d'oublier les initiés. S'ils viennent pas sur un concours complet, il faut pas s'embêter la vie. Il faut aller séduire la population qui est sur un rayon de 50-100 km actifs. Et c'est ceux-là qui sont intéressants. Et c'est ceux-là qui feront le succès de l'événement dans le futur. Donc 2001, le championnat d'Europe, ça se passe bien. De mémoire, Pipa Funnel l'emporte en individuel et par équipe. Et la France est médaille d'argent. C'est une démonstration, ouais. Donc bel événement. Et puis au soir d'un championnat d'Europe, on se dit quoi? On se dit la boucle est bouclée. Oui, c'est un peu le piège quand tu fais un gros événement comme ça. C'est que souvent le soufflet retombe, on en sait quelque chose en France, et donc il fallait trouver un autre challenge. Parce qu'il faut mobiliser toutes tes équipes en même temps. Parce que... On a lancé les circuits Coupe du Monde. Ouais. Et très vite on a obtenu la finale, puisque c'était une finale. J'ai obtenu 2 finales de Coupe du Monde. De ces Coupes du Monde qui se sont aussi très bien passées. Donc là on basculait dans quelque chose qui commençait à être quand même très pro. Mais avec ça commençait à être tendu avec la structure associative qui était là à l'époque, entre eux et moi. Faut pas se cacher les choses. Voilà, je pense qu'ils n'ont jamais réalisé qu'un événement c'est comme un iceberg. Tu vois la partie qui sort de l'eau, mais tu vois pas le boulot qu'il y a dessous. Et il est monstrueux. Nous on bosse toute l'année pour arriver à monter un concours. Et c'est pas simple. Et les gens on nous téléphone pas pour nous dire on veut mettre de l'argent chez vous. Hein. Ça n'existe pas. Il faut aller séduire client par client et c'est vraiment très dur. Le cheval c'est pas du foot. Le cheval c'est pas du foot. Tout à fait. Donc après le championnat d'Europe, 2 finales Coupe du Monde. Le concours se poursuit. En parallèle, t'as un 2 étoiles. En parallèle, on avait un 2 étoiles, et puis on dit, et là, je me souviens, parce que c'était mon idée, et on a dit, Sayous, il est fou, il faut faire un 4 étoiles. Alors, aujourd'hui, 5 étoiles, pour les gens qui raccrochent. Oui, maintenant c'est 5 étoiles. 5 étoiles, donc en gros, ça n'existait pas, 5 étoiles. Tu te dis, je veux rejoindre badminton et Burghley. On s'est battu là encore, parce que, voilà, c'est jamais simple, hein. Et on est arrivé à démarrer ce 5 étoiles en 2000, que je dise pas de bêtises, 2007 ou 2008. Et voilà, puis là par contre je suis devenu très vite coproducteur. Je devenais coproducteur et puis un prestataire pseudo-bénévole. Et voilà, et là on a commencé à avoir une machine qui commençait à fonctionner régulièrement, à grandir tous les ans. Et à devenir une référence dans le monde. Hein. On n'est pas prophète dans son pays, mais quand on va à l'étranger, franchement, c'est assez flatteur de se dire qu'on a réussi ça, quoi.
Et clairement, entre un championnat d'Europe et un 5 étoiles, qu'est-ce que tu as dû mettre en place de différent? Comment tu as dû organiser l'approche, le concours, les équipes? Tu l'as dit, avec l'association, il y a eu un peu de friture, ça s'est réorganisé. Parce qu'à chaque fois, il y a combien de personnes autour de toi? Que ça soit des bénévoles, que des gens de ton équipe? Il y a une structure qu'on va appeler, entre guillemets, professionnelle. Hein, donc il y a ma structure à moi qui évalue, qui bouge entre 3 à 4 personnes toute l'année jusqu'à, moi l'année dernière j'ai fait 48 bulletins de salaire, tu vois. Et puis à côté de ça, il y a un monde associatif qui vient se greffer, se rajouter pour la partie vraiment terrain, et là qui est composé de passionnés, de non passionnés parce qu'ils aiment l'ambiance qui est générée là-dedans, et puis beaucoup d'écoles, tu sais, d'écoles agricoles. On travaille beaucoup avec les écoles agricoles et qui apportent aussi beaucoup de petites mains, mais qui sont indispensables à l'organisation d'un événement. Donc on arrive avec les bénévoles à 300. L'année dernière, on en avait 320 ou 340. Et c'est pareil, du bénévolat, les gens pensent que c'est facile. Non, les bénévolats, il faut s'en occuper, il faut les nourrir, il faut les bichonner, il faut faire attention. C'est un vrai budget, un bénévole. Voilà, et puis à côté, il y a à peu près, allez, on va dire, en fournisseurs, prestataires, on doit avoir 120, 130 fournisseurs prestataires, tu vois. Donc c'est un joli pulse qui est mis en place à chaque fois. Et aujourd'hui, nous on travaille toute l'année pour boucler la partie financière, boucler la partie logistique. Et puis après, sur le terrain, on commence à démarrer 2 mois, un mois avant, on monte un village. D'accord. Et justement, j'allais te poser la question, quelle est pour toi la partie la plus difficile pour l'organisation des étoiles de Pau? C'est la partie montage budgétaire. C'est un budget de combien? Plaisir, je veux dire, c'est pas. Pascal, pour que les gens se rendent compte, c'est un budget de combien les étoiles de Pau qu'il faut aller trouver? 1,5 million. Voilà, bon, c'est beaucoup d'argent, c'est pas non plus des fortunes, mais c'est 1,5 million dont beaucoup part en logistique. Parce qu'on crée un village, hein, une ville, avec tout, l'électricité. Tu m'entends là? Oui, je t'entends très bien, je t'écoute. Moi, je t'entendais mal. Bon, voilà, donc c'est le plus difficile, c'est quand même boucler ce budget, surtout dans les temps qui courent. Mais le plus difficile, le reste, c'est du plaisir. Maintenant, je manage la totalité de l'événement, y compris la partie sportive. Franchement, on prend son pied à faire ça, c'est rigolo. Mais c'est pas le plus compliqué. Hein. Alors, depuis que tu organises les étoiles de Pau, quel est ton meilleur souvenir, ton meilleur moment, ou je sais pas, le moment où t'as kiffé, tu t'es dit, c'est génial, quoi. Je kiffe comme si j'étais sur un cross moi-même. Je sais pas, est-ce que c'est les Europes, est-ce que c'est quand t'es passé 5 étoiles, ou ça peut être un autre moment, si t'as, depuis 1991, t'es plus ou moins dans l'organisation, en tout cas au début. C'est quoi ton moment le plus fort? C'est quoi? Je crois que chaque année, on était content. C'est ça qui est un peu le label. Chaque année, à la fin, on dit, c'était bien quand même, on n'avait qu'une envie, c'était de recommencer. Donc ça, c'est déjà, je pense, un point positif. Bon, après, il y a eu des années difficiles, il y a eu des années noires financièrement, je peux vous dire, c'était galère de chez galère. Le nombre de gens qui auraient abandonné sont nombreux. Donc ça a été très compliqué. Mais je peux pas dire qu'il y a un moment plus... Non, mais ou un souvenir, un fait marquant, un truc où... Non, le fait marquant, c'est quand j'ai tout repris en 2015. Je suis sorti en plus d'une période où j'étais tombé malade. Enfin, ça avait été très très compliqué, et j'étais arrivé à mener l'événement jusqu'au bout, dans sa totalité. Là, je pense que là, j'étais très fier du job que j'avais fait et de l'équipe qui m'entourait. Voilà, ça a été un moment fort. Après, tous les moments ont été forts. Avec la nouvelle associative, on a une super ambiance. Avec l'autre, on a eu aussi des moments qui étaient magiques. Voilà, c'est un cumul d'émotions. Il faut aimer l'émotion, quoi. Et sportivement, il y a une victoire qui t'a marqué en 30 ans ou...
Ben écoute, moi je vais te dire que il y a des victoires comme ça qui marquent. C'est Marc Todd qui gagne avec un cheval borgne. Tu dis mais comment il fait quoi? Il t'explique qu'il compense le fait que le cheval voit rien sur le côté. Bon voilà, je sais que tu es un fan de Marc Todd, mais c'est vrai que bon, on est nombreux, mais oui, c'est un personnage à part. Hein. Et puis adorable. Bon ça m'avait marqué. Après voilà les grands championnats, ou après là où je suis aussi très mécontent, c'est de voir des Français tenter l'aventure à Pau et passer devant les cadors. Que ce soit un Maxime Livio, une Gwendolen, Thibaut Fournier, champion olympique Astier. Tout ça, c'est des gens qui ont ils ont mérité leur place, quoi. Ils avaient pas des handicapés à côté, hein. Il y avait des Michael Young, il y avait des Todd, il y avait des Nicholson, il y avait des grands cavaliers anglais. Ils ont mérité cette victoire-là, et je pense que ce qui fait que ils ont gagné, je l'ai dit à la conférence de presse à l'époque, je pense que le fait d'entendre un public qui t'encourage, ça doit booster inconsciemment, et je pense que ça les a beaucoup aidés. De courir à domicile. Ils ont été très supporters des Français. Très bien. Alors avant de parler de l'édition 2020, hein, dans la conjoncture actuelle, tu vois comment, toi, les étoiles de Pau dans les années à venir, quand on a fait un championnat d'Europe, quand on organise un 5 étoiles depuis plusieurs années, quelle est la perspective? Je vois un événement qui continuera à grandir en termes de fréquentation de public, c'est-à-dire que à partir du moment où vous travaillez sur autre chose que le milieu des initiés qui vient et qui j'espère viendra de plus en plus, mais vous êtes sur du grand public. Le grand public est un vecteur important parce que il va parler à son voisin, à son copain qui travaille avec lui, il va lui dire mais attends, on va voir ça, le cross c'est génial. Bon, c'est vrai que dans la discipline, il faut pas se bander les yeux, c'est le cross qui fait tout, hein. Là où on fait du public, c'est sur du cross. Le reste, ça devient un événement normal. Mais je pense que c'est eux qui sont notre meilleure promotion, c'est justement ces non-initiés qui découvrent ce sport et qui disent que c'est fabuleux et qui nous amènent d'autres mondes. D'accord, donc clairement l'objectif est de le faire grossir. C'est depuis l'année dernière où tu l'as couplé avec de l'attelage. Auparavant, l'attelage était j'ai découvert ce monde de l'attelage. Qui est assez proche du monde du complet. Mais qui est très proche du complet, en tout cas, l'attelage moderne, hein. Tu te rends compte que les meneurs, ils cherchent les mêmes chevaux. Avec les mêmes critères. Et ils se mettent même à acheter des chevaux complets. Il leur faut des chevaux avec 3 allures, il leur faut des chevaux avec de l'endurance, il leur faut des chevaux avec du courage. Donc de plus, tu m'entends? Oui, je t'entends toujours, Pascal. Moi, ça coupe toujours un peu, c'est pas grave. Voilà, il y a des vraies similitudes. Dans la discipline, il y en a aussi, si ce n'est que l'attelage a un côté, à mon avis, qu'il faut moderniser, sérieusement. Bon, j'ai essayé pour les championnats du monde, je n'y suis pas arrivé, mais je désespère pas de convaincre la FEI de devenir un peu un site pilote pour essayer de moderniser cette discipline. Bon, il faut arrêter l'équivalence qu'on avait, les routiers, les machins, tout ça, ça sert à rien. C'est une logistique, il n'amène rien. Il faut, à mon avis, dans cette discipline, faire en sorte que la maniabilité soit au chronomètre et mettre un peu de tension, parce que sinon, voilà, on s'y ennuie vite. C'est une discipline qui a un potentiel énorme. Sur du grand public, ça peut être énorme. Voilà, donc voilà, je me bats pour maintenir les deux. On m'avait dit que ça serait pas possible de les gérer ensemble. Ça se gère très très bien. On n'a pas eu de soucis de cohabitation. On a bien séparé les plages horaires de travail et tout ça. Ça se passe bien. Et il y en a beaucoup qui ont sympathisé aussi entre eux. Voilà. Mais l'attelage est en train de changer. Je pense qu'il y a une volonté d'en faire un sport un peu plus démocratique qu'il n'est aujourd'hui. Très bien. Eh ben, maintenant revenons au complet à Pau, à cette édition 2020 qui s'annonce qu'en tout cas le chemin pour mener à l'édition 2020 des Étoiles de Pau est parsemé d'embûches. Après, il y a plus un concours depuis. Il y a eu la première étape du Grand National. Depuis, il y a plus rien.
Badminton a été annulé, Blenheim a été annulé, Saumur a été annulé, Ouais. Bokello est annulé. Pour l'instant, Burghley, on ne sait pas, mais Lexington a été annulé. Et j'ai lu, ce qui m'a donné l'idée de ce podcast, hein, Pascal, il y a quelques semaines ou jours, sur Grand Prix, sur Internet, une interview de toi où tu dis, coûte que coûte, on va s'arracher, on va essayer de tout donner pour délivrer l'événement. Je me suis dit, il est couillu parce que c'est quand même casse-gueule de se dire, on va organiser. C'est casse-gueule. Là, on sait pas où on va, et si on me l'interdit pour des raisons sanitaires à la fin, vraiment je serais écœuré. Mais bon, le complet, c'est un sport à risque. Voilà, il faut l'accepter aussi. Donc ce risque-là, je le prends. Bon, ça sera pas simple. C'est pour ça qu'on aura besoin de tous les soutiens possibles, imaginables pour ça que ça soit un succès. Et j'espère que tu me soutiendras dans cette opération. Mais voilà, là, il y a des jours où je me dis, bon, il faut jeter l'éponge. Et puis même, on voit des officiels qui sont frileux, qui disent, oulala, moi je suis pas tout jeune, je sais pas, vous êtes sûr que vous voulez le faire. Enfin voilà, on a des gens qui on va pas dire qui nous encouragent. Et puis on se rend compte que non, quand on a la volonté d'aller quelque part, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Donc petit à petit, on va y arriver, je pense. Donc concrètement, là, t'es à quoi? On est mai, juin, juillet, août, septembre. On est à 6 mois d'événement? Un peu moins? Ouais. J'ai perdu 2 mois. T'as perdu 2 mois, mais comment tu te projettes? Comment faire projeter les cavaliers aussi qui vont... Oui, alors j'ai essayé de me projeter. Donc là, on a un peu questionné les fédérations, parce que moi je fonctionne à 5 étoiles aujourd'hui, que vous preniez à Badminton, à Burghley ou à Pau, c'est à minima 60% de cavaliers anglais. Oui. Donc voilà, donc le nerf de la guerre, il est en Angleterre. Bon voilà, si les Anglais se mettent à décoller, les retours qu'on a, c'est qu'on va être submergé de demandes. Mais il faut que les concours redémarrent. Alors après, c'est un peu dommage parce que Pau était un peu l'épreuve qui permettait à des gens qui se lançaient dans un 5 étoiles en fin de saison de le faire. Mais ceux-là n'auront pas les qualifs puisqu'ils n'ont pas pu courir le nombre de 4 étoiles longs, il n'y en a plus. D'accord, donc là tu vas essayer... Donc le retour des fédérations. Les retours des fédérations, de la fédération anglaise, il est... pour le moment, on n'a pas il est plutôt... voilà, on sent des gens qui ont envie que ça reparte, qui sont assez combatifs. Les Hollandais, c'est plutôt aussi pareil. Voilà, puis il y a des nations qui sont un peu plus pondérées. Les Allemands, par exemple, sont un peu plus frileux, mais voilà, si la machine repart, ils vont y aller. Donc, voilà, je pense qu'on va y arriver. J'ai posé la question à quelques cavaliers français qui m'ont dit que non, ils espéraient le courir. Il faut juste que le cheval fasse un 3 étoiles avant, histoire de se mettre en jambes, voire un 4 étoiles court. Ou un grand national. C'est ce qu'il faut qu'ils arrivent à faire. Alors ça peut être un grand national pour des Français, ça suffit. Oui, complètement. Donc là, t'es toujours dans l'optique d'organiser les étoiles de Pau cette année. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, on va croiser les doigts avec toi. Quelles sont les dates? Rappelle-nous un peu les dates du concours. Parce que je pense qu'on sera nombreux à avoir besoin d'aller voir du complet en fin d'année, si ça se débloque. Oui, du 22 au 25 octobre. 22-25 octobre. Voilà, avec des journées de dressage mercredi, jeudi, plus orienté attelage. Mercredi après-midi, à partir de jeudi, des journées, des demi-journées de dressage pour le complet. On fera après une maniabilité le vendredi après-midi pour l'attelage. Le samedi est consacré que aux 5 étoiles, non-stop. Et le dimanche, ça sera la partie marathon de l'attelage. Non, pardon, je dis une bêtise, on a rechangé le programme. Le marathon, ce sera le vendredi. Donc on essaie de tout enquiller dans l'ordre logique. Le dressage, le marathon et la mania. Donc dressage mercredi, jeudi, vendredi le marathon et dimanche la mania pour l'attelage. Et le reste, on fait
jeudi, vendredi, samedi, dimanche, normalement, dressage, cross et jumping le dimanche. Et jumping le dimanche. Alors une question que certains cavaliers ont dû te poser et qui s'est posée l'an dernier, je te l'avais posée, tu m'avais répondu, mais autant que t'en parles, beaucoup regrettent l'arrêt du 2 étoiles, quoi, qui est devenu 3 étoiles maintenant. Oui, non, mais je vais être clair. Le 2 étoiles, on l'avait fait pour... parce que quand on a démarré le 4 étoiles à l'époque, 5 étoiles maintenant, on nous a dit, vous êtes fous. Si vous avez 20 engagés, vous remplissez pas une journée. Donc il fallait maintenir une épreuve. Et on s'était dit, peut-être on fait un 2 étoiles, ça permettrait peut-être d'avoir des cavaliers de 5 étoiles qui viennent courir les deux. Et puis très vite, moi j'ai fait une analyse quand j'ai pris la décision d'arrêter. Mais c'est pas vrai, il y avait 2 cavaliers qui avaient des chevaux engagés dans le 2 et le 5. Enfin, on vient courir en 5, on vient pas courir en 2. Et je préférais, ça n'apporte rien, puisque moi je suis dans une logique événementielle, hein. Ça ne m'amène ni partenaire, ni sponsor, ni public, et puis comme j'avais envie de faire grandir l'autre discipline, il fallait faire un choix. Et donc ma priorité a été d'investir dans l'attelage et de garder que le 5, et on fait le plein maintenant sur le 5. Oui, il y a le plein sur le 5, les meilleurs mondiaux sont là. Non, mais c'est une explication. Non, mais c'est très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de cavaliers, et parfois même un peu amateurs, qui avaient la chance de venir aux Étoiles de Pau, courir le 2 pendant le 5. Non, le 2 me coûtait de l'argent. On va parler clair. Il me coûtait de l'argent parce qu'on pouvait pas, comme je faisais à Fontainebleau, quand on faisait à Fontainebleau un 2 étoiles, on a 150 partants. Là, moi, je peux pas accueillir 150 partants. Je n'avais qu'un créneau horaire le samedi matin, où je pouvais passer, 40-50 partants. Donc 40-50 partants à 2 étoiles, ça vous coûte de l'argent. Il faut construire un cross, il faut mobiliser une logistique. Ça use aussi beaucoup le bénévolat. Un bénévolat qui se fait la matinée sur le cross et l'après-midi sur le cross, je peux vous dire, il en a ras-le-bol à la fin de la journée. Alors que là, il travaille de façon beaucoup plus sereine et c'est mieux comme ça. Très bien. Avant de conclure, Pascal, là on est vraiment dans l'analyse de Café du Commerce. Qu'est-ce que tu souhaites au concours complet? Comment tu vois l'évolution de notre discipline? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu aimerais bousculer dans la discipline? Comment tu t'aimerais dans quelle direction tu souhaiterais que les choses aillent? Moi, je fais partie des organisateurs qui pensent qu'il faut continuer dans cette démarche de ne pas donner une part trop importante au dressage, parce qu'il y aura une part de subjectivité qui restera, et je trouve que dans le sport, la subjectivité, j'aime pas trop, et pour le grand public, il comprend pas. Donc il faut qu'il y ait du dressage, mais il faut à mon avis qu'il y ait un coefficient qui soit moins important que l'épreuve phare qui est le cross. Bon voilà, ça sur un plan sportif, mais après c'est un sport qui a quand même bien évolué. Et le secret, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand vous regardez les disciplines équestres qui sont susceptibles de séduire du grand public, eh bien vous allez en retrouver 2. C'est le cross du concours complet et le marathon de l'attelage. Voilà, ça impressionne les gens. Le reste, il faut avoir un peu la fibre pour, j'allais dire, vibrer quand on voit quelqu'un sur un dressage ou sur un concours épique, même si en concours épique, le suspense des 5 derniers est toujours magique. Mais voilà, les gens décrochent très vite. Très bien. Le cross, c'est dans l'air du temps. On va marcher dans la nature, on amène son chien. Et puis, il y a un beau village, on va faire des courses. On peut manger sur place, c'est sympa. Voilà, je pense que c'est un peu écolo et ça fonctionne bien. Très bien. Eh bien, merci Pascal. On croise les doigts avec toi. On te souhaite beaucoup de courage et on donne rendez-vous à tout le monde du 22 au 25 octobre à Pau. On se donne tous rendez-vous le jour du cross à Pau pour faire exploser les compteurs en termes de spectateurs sur le terrain. Le secret, c'est que j'ai beaucoup de monde pour compenser l'absence éventuelle de certains partenaires qui, pour certains, j'en connais qui sont en difficulté, et qui pourront pas me suivre cette année. Mais voilà, je compte un peu sur ce côté, j'aurai plus de public, quoi. Super. Eh bien, merci Pascal. À bientôt. Au revoir. Merci Gauthier.